Welcome everybody. Good morning, good afternoon. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ici aujourd'hui pour cette revue ici de ces données sur la déforestation de 2021. Et à titre de rappel, ce webinaire est disponible aujourd'hui en anglais, en espagnol, en portugais et en français. Et vous pouvez donc accéder à la langue de votre choix pour suivre cette réunion et ce webinaire d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, comme je le disais, nous présentons ici les données en matière de perte de couverture forestière pour 2021. Et ce sont donc les données qui sont dans notre rapport. Nous allons donc ici également que vous indiquer le lien dans le chat pour accéder à ce rapport. Tout d'abord, nous reviendrons sur l'analyse de ces données pour 2021. Et nous avons donc nos deux expertes, Michaela et Elisabeth, ici, qui reviendront justement sur ces éléments. Et nous aurons donc une session de questions-réponses pour répondre à vos questions sur les données, les analyses et les implications en matière de stratégie. Donc, tout d'abord, je passe la parole, sans plus attendre, à Michaela Weiss, qui est donc directrice adjointe ici de Global Forest Watch, et Isabelle Godman ici, qui est responsable de recherche auprès de GIS ici. Et sans plus attendre, donc Michaela, je vous passe la parole. Merci Rod. Alors aujourd'hui, nous présentons donc les données en matière de couverture, de perte de couverture forestière pour 2021, en collaboration ici avec l'Université du Maryland et WRI Global Forest Watch. Alors, dans le cadre de notre analyse, bien que nous avons compilé toutes les données de l'année dans notre présentation, vous voyez que nous utilisons beaucoup pertes forestières ou perte de couverture forestière au lieu de déforestation. Pourquoi? Parce que sur la base des données, nous ne savons pas si ces changements sont causés par l'homme et s'ils sont permanents. Par conséquent, nous n'utilisons pas donc cette définition de déforestation. Comme par le passé, nous nous concentrons ici sur la perte de forêts primaires tropicales humides que vous voyez en vert sur cette carte, qui sont les forêts les plus importantes pour la biodiversité et également pour le stockage du carbone. Et la vaste majorité de la déforestation se passe également au niveau des tropiques. Alors, cette année, nous avons aussi une couche supérieure de données qui concerne la perte et la déforestation qui, ici, est liée aux incendies intentionnels ou non intentionnels qui découlent d'activités humaines ou autres. Et comme vous allez le voir ici dans cette présentation, nous avons ici filtré ces données sur la base de ces différentes nuances. Donc, c'est intéressant. Et bien ici, rentrons donc dans les détails. Donc, la perte de couverture forestière est restée élevée en 2021. Nous avons vu près de 11,1 millions d'hectares ici de pertes. Et cela représente ici 10 stades de football toutes les minutes pour toute l'année. Et cela représente donc 2 gigatonnes d'émissions pour 2021. Donc, c'est l'équivalent de l'émission ici de gaz à effet de serre pour l'Inde, par exemple, pour toute l'année. Alors, si on regarde ces données, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ce graphique, on voit très clairement ici qu'il y a en marron, donc également les pertes qui sont liées aux incendies. On ne voit pas non plus ce déclin qui serait nécessaire par rapport à cette perte de couverture forestière, malgré les engagements qui ont été pris lors de la déclaration des leaders à Glasgow. Alors, si nous regardons maintenant l'emplacement de cet effet de perte de couverture forestière, vous voyez que le Brésil ici est en haut de la liste.
suivi de la République démocratique du Congo. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise puisque ces deux pays sont également les deux pays qui ont la couverture la plus importante ici de forêts primaires. Mais on retrouve également la Bolivie, qui est en troisième place, où l'on voit justement un taux élevé de perte de la couverture forestière. Alors, si on commence par le Brésil, pour entrer dans les détails, comme je le disais, le Brésil est vraiment de la liste et de loin, près de 40%. Et ici, de la totalité des pertes de couverture forestière pour les forêts primaires en 2021 a eu lieu au Brésil. Alors, cela fait des années que ce chiffre est élevé. On voit ici que c'est une perte également due aux incendies. C'est ce que vous voyez ici en marron sur cette graphique. Cependant, on voit également en vert une augmentation de 9% de la perte de couverture forestière qui est liée à l'expansion agricole. Donc, cela correspond ici à ces taux. Alors, de même, on voit que très clairement que le système de suivi officiel du Brésil a indiqué que 2021 a représenté le taux le plus élevé de déforestation de l'Amazone depuis 2006. On voit également une réelle intensification de la perte de forêts primaires, notamment dans certains États, avec des augmentations jusqu'à 25%. Vous voyez les nouveaux hotspots ici en rouge, qui indiquent donc les nouveaux hotspots. Et on voit ici qu'en général, c'est autour des autoroutes ou des prairies utilisées pour l'élevage. Alors, la perte de forêt primaire dans l'Amazone est évidemment très inquiétante parce qu'en effet, encore une fois, d'après la recherche, l'Amazone ici est en train de perdre sa capacité de résilience. Alors, passons à la Bolivie. Ici où nous avons vu une augmentation record de la perte de couverture forestière en 2021, surpassant à l'Indonésie. Près d'un tiers de cette perte, ici en 2021, a été causée par des feux, par des incendies. En général, en Bolivie, ce sont des feux qui sont allumés par l'homme et qui ensuite ne sont mal contrôlés. Et 2 tiers de ces pertes sont associées également à l'expansion agricole. De même, la nouvelle recherche de WRI devient de plus en plus ici un hotspot s'agissant de la déforestation liée ici à la culture du soja. Et maintenant, je vais passer la parole à Liz Goldman qui va revenir ici sur la situation ici en Asie du Sud-Est et en Afrique centrale. Liz, c'est à vous. Merci beaucoup, Rod. Alors, nous avons de bonnes nouvelles à partager, surtout pour l'Indonésie. Donc, en 2021, l'Indonésie ici a dû un ralentissement de 25% du déclin de sa perte de couverture forestière. Donc, c'est la 5e année de suite où l'on peut constater ici ce déclin. Donc, ça, c'est vraiment très important. Pour la Malaisie, nous avons également vu que c'est la 5e année également de déclin par rapport à ce taux de perte forestière. C'est aussi une bonne nouvelle puisque la Malaisie, ici, on voit notamment que c'est une bonne nouvelle puisque la Malaisie a perdu près d'un tiers de sa forêt primaire depuis les années 70. Donc, on voit vraiment un ralentissement. C'est un ralentissement évidemment qui est bienvenu et ma collègue Hidaya, de toute façon, reviendra sur les politiques et les programmes qui ont été mis en place en Indonésie pour obtenir cette tendance positive. Pour passer à l'Afrique, alors la République démocratique du Congo, ici qui a perdu près de la moitié d'un million d'hectares ici de forêt.
On voit que ceci, en général, est lié à l'expansion de l'agriculture à petite échelle, la production également de charbon et d'autres énergies nécessaires. Alors, vous voyez les zones en orange ici. Eh bien, on voit des pertes de couverture forestière sporadiques dans ces zones qui sont liées en fait à l'expansion agricole. Et en rouge, vous voyez ici les nouveaux emplacements où on constate une perte de forêt primaire en 2021. De même, on voit de nouvelles activités, surtout dans la partie ouest du pays, notamment près de Kinshasa. La forêt ici de République démocratique du Congo est absolument essentielle et nous en avons besoin en tant que réserve de carbone parce que cela devrait nous permettre ici de pouvoir agir notamment sur l'agriculture et de pouvoir ici protéger ces forêts primaires. De même, les communautés rurales et urbaines vont avoir besoin d'avoir accès à une énergie propre. Pour le bassin du Congo maintenant, nous voyons ici à la fois que pour le Gabon et la République du Congo, on voit un déclin. Donc l'année dernière, le Gabon a donc noté un déclin de 17% par rapport à 2020 et c'était le premier pays africain à recevoir ici un versement en lien justement avec cette réduction des émissions de carbone et de cette déforestation. La République du Congo ici a expérimenté également un déclin de près de 26% par rapport à 2020. Enfin, on voit tout de même ici, encore une fois, des taux qui restent élevés, surtout pour les forêts boréales en 2021. On voit le taux de perte qui a atteint des niveaux sans précédent en 2021, avec une augmentation de 30% par rapport à 2020. Pour la Russie, ici, on voit une réelle augmentation. En 2021, la Russie, ici, qui a dû faire face à une saison particulièrement importante d'incendies. Et on voit près de 80% de ces pertes forestières sont liées à des incendies. Lorsque l'on regarde ces écosystèmes forestiers boréales, eh bien, on voit une réelle intensité de ces incendies et on voit que c'est très inquiétant, notamment que dans les zones de la Sibérie et notamment que dans le permafrost. Et cela pourrait même ici créer et avoir un impact sur les conditions météorologiques avec un climat beaucoup plus sec, un climat beaucoup plus chaud. Donc l'action urgente est absolument nécessaire pour ici ne pas créer un cercle vicieux. Merci Rod. Merci beaucoup Lise. Alors je dirais que ici, malheureusement, que ce taux est toujours inacceptable de perte de couverture forestière. Donc, il faut absolument ici agir pour pouvoir respecter les engagements de la déclaration de Glasgow. Nous espérons donc que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les gouvernements et les entreprises, peuvent utiliser ce diagnostic ici pour agir, pour ici promouvoir l'action. Et sur ce point, je vais donc passer la parole à nos panélistes ici qui vont partager leur expertise. Ici, je vais leur donner 2 minutes à chacun pour qu'ils se présentent. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas pour les questions à poser vos questions dans le chat. Donc, vous pouvez saisir votre question et ces questions seront donc posées à nos panélistes. Nous avons Hidaya Hamza avec nous, qui est la responsable du suivi pour WRI en Indonésie. Nous avons Eli Hakizumwani de République démocratique du Congo, Fabiola Zerbini ici, qui est basée au Brésil, et Frances Seymour ici, qui travaille au niveau des programmes forestiers de WRI. Et par conséquent, nous aurons évidemment Michaela, Elisabeth et Arif qui seront avec nous si vous souhaitez poser des questions. Je vais peut-être commencer par vous, Hidaya, si vous souhaitez juste
Eh bien, ça me fait très plaisir d'entendre évidemment ces bonnes nouvelles pour l'Indonésie. Alors, cela indique clairement que les engagements du secteur privé, mais aussi que les actions gouvernementales commencent à porter leurs fruits. L'Indonésie, ici, se dirige dans la bonne direction et cela devrait permettre à l'Indonésie de respecter ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Le gouvernement a par conséquent, encore une fois, s'est engagé dans ses efforts de suivi des incendies en créant un moratoire permanent ici dans les forêts primaires. Et dans le cadre de ces engagements, près de 80% ici des capacités d'huile de palme en Indonésie, en Malaisie sont également liées à cette déforestation. Alors, c'est vrai que essayer d'agir sur ces facteurs contributifs permet d'aider l'Indonésie à réduire ce taux de déforestation. Cependant, l'Indonésie va devoir encore renforcer ses mesures de protection forestière pour maintenir cette tendance à la baisse. Il y a donc différents développements, notamment qui pourraient être utilisés. Tout d'abord, que le prix de l'huile de palme. L'huile de palme et son prix est à l'heure actuelle très élevé. Donc, ici, évidemment, cela ne fait qu'accroître l'appétit de ceux qui veulent planter plus d'huile de palme. De même, ici, nous devons continuer et voir ici les impacts de la loi sur la création d'emplois qui permet normalement de pouvoir accroître l'investissement tout en protégeant l'environnement. De même, il va falloir aussi continuer à révoquer différents permis et licences parce que ici, le gouvernement d'Indonésie va devoir révoquer encore des centaines de permis pour éviter cette déforestation. Merci beaucoup, Rob. Merci, Daya. Et maintenant, nous allons aller vers la République démocratique du Congo avec Eli, ici, qui gentiment ici nous a enregistré ses commentaires puisqu'il avait des problèmes de connexion Internet. Merci, Rob. Donc, si je regarde justement ici les résultats, je vois que les zones les plus touchées ici sont autour des villes, notamment l'utilisation du bois comme élément de chauffage, comme énergie, puisqu'on voit ça autour de Kinshasa, mais aussi d'autres villes. De même, ici, il va falloir donc développer des sources alternatives ici d'énergie verte pour pouvoir contrer cette tendance. De même, c'est en lien avec l'agriculture, puisque évidemment autour des villes, on a besoin de pouvoir cultiver de l'alimentation qui sera ensuite transportée vers les villes. Donc là, encore une fois, c'est important. Et lorsque l'on voit aussi la partie ouest de la République démocratique du Congo, on voit beaucoup de zones minières. Et la partie nord est également associée aux groupes armés. Donc, ça veut dire qu'évidemment, dans ces zones, il va falloir tout d'abord promouvoir la paix. Ici. Et donc, ça, c'est évidemment important. Merci beaucoup, Elie. Et maintenant, nous allons donc partir au Brésil. Ici, donc, qu'en est-il de la situation au Brésil? Bonjour à tous. Alors évidemment, la donnée au Brésil, ici dans ma zone, est assez alarmante. On voit réellement ici
que le rôle du gouvernement est en déclin s'agissant du suivi et du contrôle de ces zones et on voit une réelle expansion dans la zone ouest. Cependant, on voit que dans certaines régions comme Mato Grosso, on voit un ralentissement de la déforestation. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour protéger la forêt de l'Amazone. Donc, finalement, ces données ne sont pas seulement négatives. Alors, c'est vrai que je travaille dans l'Amazone depuis longtemps et on voit aussi beaucoup de partenariats publics-privés innovants. Et c'est important d'avoir l'engagement du secteur privé pour promouvoir ici cette bioéconomie et pouvoir justement avancer. Mais ça ne suffit pas, les données sont très claires, il nous reste encore tous ces défis à surmonter et pour les surmonter, il va falloir faire preuve d'innovation. Pourquoi? Eh bien, on voit encore que les cibles ne sont pas respectées, notamment parce que ici, si on veut respecter le 1,5 degré au sein de l'Amazone, eh bien, cela semble encore loin de cette cible. Et par conséquent, lorsqu'on parle des solutions potentielles, nous voulons vraiment ce que nous appelons ici une stratégie panamazonique. Alors, cela veut dire ici inclure l'ensemble de l'Amazone pour avoir une stratégie cohérente avec une matrice et des outils de la WRI. Il va falloir aussi des solutions socio-économiques innovantes qui connectent les villes, la forêt et les programmes en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Nous savons qu'il y a de nombreuses recommandations qui seront nécessaires ici pour atteindre ces solutions. De même, nous avons besoin de programmes solides de restauration ici qui va permettre de soutenir le secteur privé, mais aussi l'agro-business, de pouvoir, là encore une fois, travailler dans le cadre de programmes de restauration forestière régionaux afin de soutenir vraiment ces réserves et promouvoir ici la protection des forêts. Donc les données évidemment ne sont pas celles que nous souhaitions obtenir, mais il faut travailler ensemble, le secteur privé, public, le secteur financier, le gouvernement fédéral et régional. Cette coopération est absolument essentielle si l'on veut ici continuer et pouvoir changer la donne ici dans l'Amazone et pouvoir donc obtenir de meilleurs chiffres l'année précédente. Je vous remercie. Merci Fabiola. Et maintenant, je passe la parole à Frances Seymour, qui va ici nous apporter peut-être un peu plus de contexte par rapport à ces données. Merci Rod. Je pense que vous vous en souvenez, mais il y a 6 mois, 141 chefs d'État se sont engagés ici à mettre un terme ici la perte forestière d'ici 2030, mais parce que la plupart ici, que ces pertes forestières en 2021 ici avaient déjà eu lieu avant ce sommet de Glasgow, eh bien, je dirais que c'est un peu le niveau de référence à l'heure actuelle par rapport à l'efficacité des actions qui seront mises en œuvre. Mais clairement, ces actions vont devoir être ici ambitieuses. Alors, si vous regardez ici tous ces chiffres, eh bien, nous avons 20 ans de données qui nous montrent très clairement une perte continue, annuelle de la couverture forestière, ici qui se compte en millions d'hectares. Donc, en ce qui me concerne, il y a différents éléments vraiment qui sautent aux yeux par rapport à 2021. Tout d'abord, on ne fait pas assez pour pouvoir motiver les actions de ceux qui ont la possibilité de protéger ici les forêts tropicales. Michaela a mentionné que 25% ici, 25% d'augmentation de la perte de couverture forestière dans l'Amazone, au Brésil, dans certaines régions.
Et nous savons que ceci est absolument désastreux pour le climat, la biodiversité et les peuples autochtones. La recherche récemment publiée qui a mis en lumière à quel point les forêts tropicales sont essentielles ici pour maintenir un climat ici adapté pour la planète. Il faut donc reconnaître ici et récompenser les pays comme le Gabon qui ont réussi à réduire leur déforestation. Et comme Lise et Ellie l'ont très bien dit, il faut accroître ici les investissements verts pour donner un meilleur accès à une énergie propre, comme dans les pays, par exemple, comme la République démocratique du Congo. De même, il est évidemment important d'avoir aussi un financement qui est nécessaire. De même, par rapport à 2021, c'est sûr que le soutien international est essentiel, mais c'est au niveau politique national ici qu'il faut agir. Si on compare l'expérience du Brésil et de l'Indonésie, bien que les deux pays ici, ont ici fait face à un environnement international assez similaire, on voit que le Brésil, après 2004, a vraiment réussi à maintenir le taux de déforestation beaucoup plus stable. Mais ces dernières années, les politiques de la nouvelle administration, malheureusement, n'ont fait qu'inverser la tendance. Et au contraire, l'Indonésie, ici, a entraîné justement les incendies catastrophiques de 2015. Mais comme Hidayah l'a dit, en 2021, l'Indonésie, ici, marque justement la 5e année de suite où il y a une réelle réduction du taux de déforestation grâce aux efforts du gouvernement, mais également du secteur privé. Et nous espérons que tout ceci perdurera. Et un troisième élément, c'est que le changement climatique ici rend les choses encore plus difficiles de pouvoir maintenir les forêts dont nous disposons. Les nouvelles données qui ont été décrites par Michaela révèlent à quel point cette variabilité d'année en année est liée aux incendies. Ces incendies, ces feux de forêt sont liés à des conditions beaucoup plus sèches, à des climats beaucoup plus chauds, et ce sont donc des impacts qui viennent exacerber ici d'autres effets locaux de la déforestation. Et ici, cette perte de résilience forestière entraîne de réelles difficultés, comme par exemple, que ceci va là encore, libérer des émissions très importantes de CO2 qui ne nous permettront pas de respecter les accords de Paris. Là encore, par rapport à toutes les sources, cela reste très compliqué. Alors là encore une fois, il faut pouvoir ici continuer à agir et agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup, Frances. Et pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur Frances, il y a une publication récente avec son travail, je vais vous l'indiquer d'ailleurs dans le chat. Et c'est vrai que maintenant, nous allons passer à notre session de questions-réponses. Alors, je vois différentes questions ici dans notre question-réponse. Alors, je prends la première question. Alors, comment est-ce que les données les données sont-elles collectées? Est-ce qu'il s'agit des forêts primaires ou secondaires? Oui, c'est une excellente question. Alors, comme je l'ai mentionné, c'est une coopération avec les chercheurs de l'Université du Maryland. Donc, ils analysent ici les images satellites pour créer ces données. Donc, ils prennent toutes les images pour l'année en se basant ici sur toutes les données comparaissant différentes matrices où nous voyons une réduction ici de la couverture forestière. Donc, c'est une source primaire ici d'informations. On voit que ce sont des informations qui sont donc mises à jour ici et j'espère que j'ai donc répondu à votre question. Merci, Michaela. Deuxième question.
Spécifiquement pour l'Indonésie, donc peut-être Hidayah, c'est une question. Vous avez mentionné les politiques, vous avez aussi présenté évidemment les engagements du gouvernement, mais aussi du secteur privé. Est-ce qu'il y a aussi des indications que les peuples autochtones ici sont pris en compte dans ces programmes, Hidayah? En effet, eh bien là, encore une fois, il y a donc différentes actions ici qui impliquent différents programmes sociaux qui permettent ici à réduire donc la déforestation avec l'implication des peuples autochtones, des communautés locales. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais les défis perdurent. Il y a donc différents programmes qui existent en Indonésie. Donc, c'est vrai qu'ici, c'est vraiment important. Mais de même, il faut continuer la recherche pour voir quels sont donc ces différents programmes, pour voir finalement, encore une fois ici, comment on peut les impliquer davantage dans cette lutte contre la déforestation. Merci Daya. Question suivante, peut-être pour vous, Frances. La question est la suivante. Alors, ici, par rapport à l'engagement ici des pays riches par rapport à leur engagement dans la déclaration de Glasgow. Alors, on a vu réellement des efforts ici pour opérationnaliser certains de nos engagements pris à Glasgow. Alors, c'est important, mais c'est vrai que ça prend du temps. Par exemple, aux États-Unis, il faut que le budget soit voté au Congrès. Alors, je sais qu'également que l'activité est en cours, mais est-ce que ça va suffire? Et je pense que ça, c'est un défi. Donc ici, on cherche encore des solutions. Et là, encore une fois, il faut donc avancer. Donc, il faut vraiment rééquilibrer ce portefeuille s'agissant des interventions ici par rapport à, tout d'abord, mettre un terme au financement ici, aux activités qui mènent à la déforestation, et ensuite mieux financer les projets qui permettent de protéger les forêts. Question ici pour le Brésil. Fabiola, c'est pour vous. Vous avez donc souligné ici les solutions économiques, mais on voit qu'il y a cette perte de la couverture forestière est souvent liée aux activités illégales. Eh bien, quelles sont les actions qui sont menées au Brésil ici? Ça, c'est une question difficile. Je pense que c'est dans ce cas-là, projet public, cela devrait nous permettre, dans ce contexte, de mieux agir dans ces différents écosystèmes. Eh bien, là encore, cela devrait nous permettre d'atteindre différents résultats, mais c'est évident que le secteur privé ici est absolument ici essentiel. Et je pense que l'idée principale ici, et ici, ça devrait permettre au Brésil de pouvoir agir. Et donc ça, c'est important. On a besoin du secteur financier, on a absolument besoin du secteur privé pour, aux côtés du gouvernement d'ailleurs, pour vraiment promouvoir ici cette mise en œuvre, parce qu'on a besoin ici de tout cela. Eh bien, là encore, par rapport à donc ce qui est fait, eh bien, c'est important de rester cohérent.
the dynamics of forest loss and agriculture expansion in DRC. And the specific question is, what's the source of the data for land use, please? Alors ici, par rapport donc aux données qui sont collectées, Élie, je ne sais pas si vous êtes avec nous, si vous nous entendez. Votre micro n'est pas allumé. Je vais répéter ma question. C'est une question sur les dynamiques ici de la perte forestière liée à l'activité agricole. La question est et en fait, quelle est la source de données sur l'utilisation des terres et quand est-ce que c'est mis à jour? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment d'études spécifiques. Alors ici, c'est aussi important eh bien, c'est vrai que cela devrait ici nous encourager à mettre cela en place. Et je pense que là encore, eh bien, s'agissant de la déforestation, on voit vraiment une évolution aussi, qu'il y a des différentes cultures, mais je dirais aussi que c'est l'utilisation pour l'énergie ici qui a ce réel impact. Qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, il faut agir sur ces éléments. Mais c'est vrai qu'ici, il faut absolument aussi voir ici quelles sont les alternatives, comment avoir des pratiques agricoles qui soient plus vertes et des investissements. Alors, c'est vrai que vous avez tout à fait raison. S'agissant ici de la déforestation, donc c'est vrai qu'ici, c'est beaucoup plus utile. Et c'est vrai que de même, ici, il faut voir par rapport à ces évolutions, notamment dans le cadre ici des exploitations agricoles. Frances, question suivante. Alors, RED+, c'est intéressant parce qu'après tout ce qui a été créé en 2007-2009 avec de réelles attentes ici à travers le marché du carbone, eh bien, finalement, eh bien, ça ne s'est jamais matérialisé. Donc, RED+, c'est une excellente idée, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et ce que l'on voit à l'heure actuelle, ici, c'est que là encore, il faut que ces calculs soient modifiés, notamment sur les gouvernements qui participent à RED+, par rapport donc à ces engagements. Surtout s'agissant de ces engagements, des acheteurs qui achètent ici eh bien, à des prix attractifs. Et il faut absolument eh bien, pouvoir justement mettre cela en place. Il est disponible, mais clairement, c'est une combinaison ici de facteurs politiques, de la nature de l'accord ici et de cette dynamique. Merci beaucoup, Frances. Une autre question. Alors, à votre avis ici, lorsqu'on est sur une base volontaire ici, est-ce que vous pensez que c'est une bonne motivation? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait peut-être un cadre plus strict? Qu'en pensez-vous? Ici, donc s'assurer de cela, pour ici s'assurer que
au niveau des différents secteurs, que tout soit bon et s'assurer que l'ensemble des activités ici générées permettent réellement d'aboutir à des résultats concrets qui nous permettent d'améliorer donc la situation. Mais ici, pour la reforestation, donc j'ai une question. Évidemment, ici, est-ce que c'est important de replanter? Et là, encore une fois, c'est important, évidemment. Mais aussi, il faut s'attarder ici sur ces différents aspects. Il faut aussi commencer peut-être par protéger ce dont nous disposons plutôt que de penser à replanter, plutôt qu'essayer de réparer les dommages qui sont faits. Question suivante. Alors, par rapport à la déforestation, eh bien, c'est évidemment ici important. Alors, de même ici, si vous me posez ces questions, c'est vrai que par rapport aux évolutions, s'il y avait donc 10 ans, j'aurais dit évidemment qu'il y avait des évolutions. Mais c'est vrai ici qu'à l'heure actuelle, ici, les choses ont évolué et que très souvent, on voit des évolutions. Au niveau de l'agriculture, on voit des plantations qui avaient été faites, qui ensuite, ici, dans des zones comme au Brésil, en fait, qui étaient donc sur des zones forestières. Donc ici, c'est une réelle mobilité, donc c'est vraiment ce qui est important. Et pour ces actions, ici, cela permet donc de mettre tout cela en place et qu'il faudrait donc par conséquent inclure différents projets, notamment ici dans des zones de préservation et de conservation. Donc je pense ici que ce lien est essentiel et que la déforestation existe, est réelle, et que souvent c'est un schéma ici où une zone forestière est donc abattue de manière systématique et que ceci peut entraîner bien, que de réelles difficultés et qu'il est ensuite plus difficile de réparer. Donc, je pense qu'il est plus simple de protéger plutôt que de penser à réparer dans cette logique, en tout cas. Mais c'est évidemment une question difficile. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, une autre question pour l'Indonésie. Eh bien, comment pouvez-vous vous assurer ici que finalement, eh bien, que vous continuez à avoir une baisse de ce taux, mais il y a quand même une déforestation, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai que sur l'île de Sumatra, eh bien, on n'a que près de 20% de la forêt ici qui a été préservée. Mais c'est vrai que dans d'autres zones, on voit encore ici justement que sur d'autres îles de l'Indonésie, on a réussi à préserver près de 80% ici de la forêt primaire. Par conséquent, ce qui est important, c'est de voir dans le cadre ici de ces objectifs ambitieux de réduction de la déforestation que, évidemment, eh bien, il s'applique à tous les éléments. Et c'est vrai que c'est une situation qui est complexe et qu'il faudrait voir jusqu'ici, vraiment, s'agissant de ces contributions, voir comment est-ce que l'on peut réduire la déforestation et ainsi de suite. Et donc, il faut évidemment que cette déforestation soit homogène sur l'ensemble des îles en Indonésie. Merci. Une autre question sur la demande ici de minerais pour ici les véhicules électriques. Alors, je peux peut-être ici essayer de répondre.
Mais c'est vrai qu'ici, en fait, s'agissant de la mine, l'impact peut être différent parce que, en effet, que ce soit évidemment, les mines, en fait, en plus de cela, c'est vraiment toute l'infrastructure qui va avec, c'est-à-dire avec, différents ports, avec, des autoroutes qui sont construites, avec, ici, toutes ces infrastructures qui sont nécessaires pour acheminer ce minerai, pour qu'il soit exporté. Donc, je dirais que c'est même, un impact, indirect. Et si la demande de minerais augmente, eh bien, on retrouve ici tous ces éléments qui sont importants. Qu'est-ce qui a été mis en place pour protéger cela? Donc là encore, eh bien, on retrouve donc tous ces éléments qui sont absolument essentiels et importants. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ici ont d'autres commentaires. Alors, ici, par rapport à ce programme, ah, pardon, excusez-moi, j'ai raté une question, donnez-moi un instant. Conducting assisted natural regeneration in Brazil. Are there any results provided in reports? Yeah, thanks, Rod. Alors, ici, c'est une question plutôt pour le Brésil. Alors, en fait, nous avons enregistré ici différents éléments parce que nous avons organisé donc un forum, notamment sur une publication qui est très intéressante sur ces données au Brésil et l'importance ici de cette régénération dans le contexte brésilien est absolument essentielle. Et dans le cadre du projet qui se focalisera sur les données, et par exemple, si vous regardez dans la région de Pará, il y a 5 millions d'hectares qui sont donc naturellement en phase de restauration à l'heure actuelle. Alors ici, si de manière peu coûteuse, eh bien, vous travaillez justement pour protéger ici le Pará et les aider, eh bien là, ça va nous permettre de pouvoir, encore une fois, eh bien, améliorer la situation. Donc, si vous regardez dans le cas du Pará les résultats, dans le cadre de cette régénération, on voit des perspectives ici qui sont très différentes et cela contribue aussi à réaliser près de 5% des cibles brésiliennes. Donc, c'est une excellente question et je pense qu'il y a donc des solutions. Donc, c'est pour cela que c'est évidemment très important pour nous. Donc, merci pour cette question. Et je peux partager plus sur ce projet. Alors, ici, une autre question qui est importante. Alors, ici, c'est vrai que c'est important. Alors, par rapport ici à ce qui peut être donc mis en place. Alors, les données qui ont été présentées aujourd'hui sont des données annuelles, donc c'est ce que l'on fait une fois par an. Mais de même, WRI, eh bien, nous avons aussi des données, des systèmes d'alerte en temps réel qui permettent ici de détecter des changements potentiels. Ici, de même, nous avons donc différents utilisateurs qui donc ont travaillé sur ces informations pour pouvoir donc agir. Donc nous avons ici beaucoup travaillé pour voir donc ces impacts. Et c'est vrai qu'en 2021, nous avons aussi effectué une étude randomisée pour regarder l'impact dans l'Amazone des communautés autochtones et leur réponse à des données en temps réel. Et nous avons vu que les communautés ici qui ont mis en place ce programme et qui utilisent cela avec donc une réduction ici de la déforestation très importante en un an. Donc, il y a différentes actions qui sont donc nécessaires.
Et donc, c'est très prometteur. Thanks, Michaela. We've now got a question about clear-cut logging in the boreal and how that shows up in the data. Alors, c'est évidemment ici également essentiel parce que, Lise, je vais peut-être vous demander de voir, parce que l'on parle de différentes pertes, que ce soit l'expansion urbaine, l'expansion agricole, que ce soit la conversion ici de la forêt. Et puis, nous avons aussi une analyse qui cherche ici à faire d'autres estimations avec d'autres filtres, d'autres tris. Et c'est vrai que c'est important, puisque là encore, ça permet d'avoir eh bien, une visibilité qui peut être différente, mais qui est importante, c'est-à-dire voir ça sous l'angle des incendies, des feux de forêt, voir ça sous l'angle de l'expansion agricole. Donc, c'est important, évidemment, de pouvoir aussi faire ces distinctions afin d'avoir une analyse la plus précise possible. Et c'est vrai que ici, pourquoi faire cette distinction entre déforestation et perte de la couverture forestière? C'est une excellente question également qu'on nous pose ici, mais je pense que c'est important d'être aussi fiable dans les termes qu'on utilise. Oui, bien sûr. Alors, je peux peut-être ajouter. Donc, c'est vrai que par rapport ici à ces données, eh bien, que c'est vrai que ici, dans la Global Forest Watch, s'agissant aussi ici, nous allons voir, pour avoir d'autres indicateurs aussi, notamment que des gains forestiers, donc ce sera intéressant, mais nous sommes aussi très actifs s'agissant aussi des différents drivers pour finalement voir quelles sont les causes de ces pertes. Alors là encore, c'est assez intéressant puisque ici, ça nous permet d'améliorer la résolution, mais également de revenir sur certains éléments qui sont absolument essentiels et qui ont été mentionnés par Michaela. Et puis, il y a aussi toute la recherche qui a été faite en matière, évidemment, des marchandises qui sont utilisées, qui sont produites dans ces zones de déforestation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi qui vont être créées et qui vont arriver très rapidement, j'espère. Donc, il nous reste encore quelques minutes, donc je vais vous poser peut-être une dernière question ici, et c'est peut-être différent d'une région à l'autre, mais c'est une question qu'on nous pose souvent. Avec la pandémie, est-ce que la pandémie ici a accéléré ou ralenti la déforestation? Donc, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, parce qu'il y a évidemment des différentes. Frances, est-ce que vous voulez commencer? Personnellement, je dirais plutôt Michaela et Lise, parce que je pense qu'elles ont peut-être cherché à voir s'il y avait ici des tendances sur la base de données. Donc, Michaela ou Lise? Je pense en effet que c'est une question très importante. Et pour l'instant, on ne voit vraiment pas d'impact clair sur les données de la pandémie. C'est difficile en fait d'isoler cela d'autres facteurs sur la perte de couverture forestière comme les saisons, comme la météo, comme ici un exemple au Canada où ici il y a une réelle ralentissement de la perte de couverture forestière. Et je pense que ceci est probablement lié au confinement, mais aussi peut-être parce que ça a été aussi une année avec plus de pluie. Donc, c'est difficile en fait d'isoler chaque facteur séparément. Donc, probablement, en fait, la pandémie a eu parfois des impacts négatifs et parfois des impacts positifs. C'est difficile en fait d'isoler les deux. Ça dépend en fait de la géographie. Et donc, c'est vrai qu'ici, c'est difficile à dire.
Et puis, il y a aussi tous les impacts de la pandémie sur les différentes stratégies, avec les mesures, par exemple, de rebond économique. Donc, ça a aussi entraîné parfois un ralentissement d'autres mesures, d'autres initiatives en matière de protection forestière, puisque ces autres politiques de rebond économique ont pris le dessus. Donc, je sais que ce n'est pas une réponse ici qui est très claire, mais je pense que ça dépend, en effet. Très bien, dernière question. On a vu un réel succès en Indonésie. Que pourrait faire le Brésil ou le Congo faire et que pourrait-on donc apprendre du succès de l'Indonésie? Je ne sais pas si quelqu'un souhaite répondre à cette question. Il ne nous reste que quelques minutes. Très brièvement, je pense que dans la perspective brésilienne, on peut évidemment apprendre les uns des autres, c'est évident. Et c'est vrai qu'ici, au niveau sectoriel, avec l'implication de ces partenariats privé-public et tout le moratoire sur l'huile de palme, ce sont des efforts qui sont importants, mais aussi ici, cet agenda national, je pense qu'on peut évidemment beaucoup apprendre et vice-versa, parce que c'est un cycle. Cependant, il faut aussi renforcer ici le dialogue. Et évidemment, on peut travailler ensemble, c'est important au niveau international, et c'est ce qui est important au bout du compte. Très bien, Nelly. Je ne sais pas si vous avez une autre perspective ici à partager. C'est vrai que Ellie, c'est vrai que ici le Congo, eh bien ici sera peut-être comme le Brésil. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Ellie. Ellie, nous ne vous entendons pas. Votre micro n'est pas allumé. En fait, je pense que le contexte est légèrement différent. En RDC, c'est vrai que certaines forêts sont ici protégées. Donc, c'est vrai que l'agro-business ici reste assez limité. Et c'est pour cela ici que si vous voyez justement que, eh bien, que les moteurs ici de cette déforestation, eh bien, on retrouve peu l'agro-business, par exemple. Donc, c'est vrai que les situations sont légèrement différentes. Cependant, for instance, we take an example of DRC. I mean, Kinshasa, with more than 17 million people, 90 parce qu'en effet, eh bien, c'est absolument essentiel. Et dans ce contexte, c'est essentiel lorsque l'on compare, par exemple, au Brésil, où l'agro-business, l'agro-industrie est très présente. Eh bien, c'est important par rapport donc à ce qui a été fait. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous allons devoir conclure notre webinaire. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Ici, merci d'avoir posé toutes ces excellentes questions. Et n'hésitez pas, évidemment, à consulter donc tous les liens que nous avons mis dans le chat si vous souhaitez obtenir d'autres informations. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et à très bientôt. Merci et au revoir.